Salut téléphone, je vais essayer de me décontracter parce que là, l'environnement est un peu difficile. J'avais dit qu'on changerait d'environnement, mais c'est quand même difficile. Et puis j'ai envie d'être beau, présentable sur YouTube pour pas décevoir mes nombreux followers. Et voilà, au fait, je t'avais promis de changer d'environnement et c'est ce que j'ai fait. Et là, au fait, on va parler des maisons protégées. Au fait, je vais essayer de pas trop être trop lent parce que ça me gratte de partout, tu vois. C'est la vie en forêt, ça. Il y a des insectes partout, tu vois, c'est chiant. Et pour rester calme, là, je suis assis sur mon sac de camping et c'est pas facile. Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Donc, on va récapituler. J'arrive à sortir de cet asile de fous en ayant fait de la gym, du sport, après plusieurs sorties, je suis même allé dans ma famille, je veux dire, je sais plus, c'était à Noël, c'était le Noël le pire de toute ma vie. J'avais la chance, tu vois, de demander la permission pour pouvoir aller fêter Noël avec mes bourreaux. et, alors, c'était super agréable, c'était fantastique, plus jamais de ma vie. C'est bien parce que c'était dans le processus pour pouvoir me faire sortir, ou sinon j'aurais jamais accepté, tu imagines. Et alors, comment dire, ouais, après avoir fait des trucs comme ça, plusieurs sorties autorisées, avoir montré que je savais ne pas avoir peur, être autonome, tout ça. Pour finir, ils m'ont laissé sortir et je suis allé un jour en maison protégée. En fait, on avait commencé par chercher, ça a pris 1 mois, je pense, parce que c'est tellement difficile de trouver un endroit. En plus, c'est l'ironie du sort. Tu te retrouves dans le besoin et en plus, c'est payant, hein, mais en plus, tu dois chercher parce que soi-disant, il n'y a pas de place ou ci ou ça. Tout est fantastique quand tu te retrouves dans la misère, on peut le dire. Tout devient super compliqué. Et imagine maintenant, hein, tu dois faire ça avec tes bourreaux, ceux qui rêvent que tu meurs, ceux qui rêvent de te voir un jour averti de ton suicide. Et voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et comment j'ai réussi à trouver une maison protégée. Je peux dire les noms, je pense. C'est à Montigny-sur-Sambre ou non, Montigny-sur-Sambre, un truc du genre, je me souviens plus parce que c'est l'endroit, on s'en fout, je veux dire, c'est tellement moche. En fait, c'est simple, c'est là où il y a toutes les usines métallurgiques du bassin de Charleroi. C'est Marchais-nos-Ponts, voilà, Marchais-nos-Ponts. Alors, tu traverses une zone industrielle et tu arrives à Marchais-nos-Ponts. Je me souviens quand je passais par là, quand je revenais de Bruxelles, je me dis ouh, c'est joli ici. Enfin bref, on va pas critiquer, hein. Je veux dire, ils ont pas pensé que la métallurgie c'était fini depuis des lustres, mais ils continuent à faire de l'affinage. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et tout ça pour dire que c'était dans une zone fantastique. Et alors ah non, je me trompe. Là, c'était où ils voulaient me mettre après. Ouais, c'est où ils voulaient me mettre parce que ça n'allait pas là où ils m'avaient mis. Il y a tellement d'événements que je m'embrouille. Au fait, non, voilà. Au fait, ma première maison protégée, c'était à Charleroi, près du Marsipulami. Tu vois. Et là, je me disais, j'étais tout content, j'ai enfin une maison protégée, je vais enfin sortir de la galère, je vais rencontrer des gens, je vais leur expliquer, tu vois, ce qu'on m'a fait là-bas, ça va être facile. J'arrive là, on pose mes affaires, je pense que c'est tellement loin. Je pense qu'il y avait une assistante sociale là-bas qui s'appelait Chloé. Ah, salut Chloé, je dirais pas ton nom de famille, de toute façon je ne le connais pas. Enfin, une super fille, genre géniale. La fille, au fait, elle savait exactement qui j'étais et ce qu'on m'avait fait. Elle connaissait
elle connaissait la calomnie que ma famille avait fait sur internet et il faisait semblant de rien parce qu'il voulait vraiment m'accueillir. Alors, il faisait semblant de rien, mais il s'impliquait pas trop, sauf qu'il faisait des délits d'initiés. Au fait, il m'aidait pas. Il laissait faire le sale boulot par les malades mentaux qui étaient avec moi dans la maison protégée. Et au fait, j'en reviens au début. C'est-à-dire que j'arrive, voilà, Chloé m'accueille, on monte ma chambre. Ah, comme par hasard, la chambre est au rez-de-chaussée. Et comme par hasard, il y a une fine cloison. Et juste à côté du salon. Donc je me trouve vraiment dans un environnement propice à m'empêcher de dormir. C'est-à-dire que les gens qui passent dans la rue peuvent taper au volet, ils peuvent frapper à la porte. Quand quelqu'un sort, j'entendais tout, donc j'étais toujours réveillé, tu vois. Et en plus, il veillait tard le soir, et quand il regardait la télé, si moi j'avais envie d'aller dormir tôt, c'était pas possible, tu vois. Il mettait bien fort le son, alors j'en pouvais plus. Et si jamais il mettait pas fort le son, il frappait pour me réveiller. Enfin, j'étais vraiment dans une chambre d'enfer, c'est le cas de le dire, où il était impossible de me ressourcer, d'être bien, de me sentir heureux, tout ça. Et donc, le premier jour, je veux dire, le déni m'a fait dire, ouais, mais c'est peut-être le premier jour, tout c'est une coïncidence au fait que j'ai pas bien dormi. Et non, en fait, c'était pas une coïncidence parce que tous les jours après, ils ont continué la même persécution. On peut dire ce qu'on veut sur Internet, tout. Et il y a des fous, des malades mentaux, Je veux dire, j'ai rien contre la pauvreté, mais c'est cette pauvreté, surtout de conception et intellectuelle qui s'est vengé de moi parce que j'étais quelqu'un de cultivé qui avait malheureusement grandi aussi dans des banlieues, qui avait aussi fait ci, qui avait aussi fait ça. Mais moi, je m'en étais sorti parce que, au fait, j'étais cultivé et que j'avais des émotions et que j'étais un peu rebelle, révolutionnaire, que je voulais pas me laisser faire. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et au fait, on en vient à penser que le pire pour des gens normaux, c'est de se retrouver au fait dans des environnements avec des malades mentaux, je veux dire, de la précarité la plus absolue, parce que les gens qui vont bien, on les aime pas, parce que ça nous rappelle au fait que nous, on n'arrive pas à être bien. Alors on préfère leur faire du mal, on préfère les persécuter, et je pense que toute ma famille a joué sur cette corde sensible-là du milieu de la pauvreté pour espérer m'y enfoncer, voilà. Moi, aujourd'hui, je veux dire, les gens qui se reconnaissent ou qui se reconnaissent pas en disant « Ouais, je suis pauvre, de quoi tu parles, je te permets pas », ben moi je vais te dire, franchement, t'as pas de leçon à me donner parce que je vis en forêt depuis 2 ans, j'ai été persécuté et j'ai survécu en forêt. Et voilà, il faut pas beaucoup plus pour survivre en forêt. Il faut juste investir l'argent qu'on a, le peu d'argent qu'on a, que le chômage ou le CPS nous donne, pas dans des paquets de cigarettes et de l'alcool, hein, non, dans un sac de couchage, dans une tente, dans une casserole pour pouvoir te faire à manger et éviter que ça soit la cafétéria qui te nourrisse ou ta maman, tu vois. Alors je sais, je suis un peu en colère, mais à un moment il faut arrêter, quoi, hein, l'assistanat. Moi, si j'ai survécu à tout ça, c'est que c'est possible. Donc, quand on dit, quand tu veux me dire que, ouais, au fait, tu critiques la pauvreté, mais non, toi, tu t'y endors dans ta pauvreté. Moi, j'avais pas le choix, je devais survivre ou mourir. Alors, quand on voit des gens toxicomanes, hein, on se dit, ils peuvent se droguer simplement parce qu'ils ont encore à manger, ou ils savent où aller en chercher, ou des trucs comme ça. Moi, j'avais pas le choix. En vivant ici, tu n'achètes pas à manger, tu crèves de froid, ou des choses comme ça. Si tu fais une erreur, on peut te retrouver mort en hiver. Tu t'es endormi, tu t'étais à faible, on n'en sait rien, tu vois. Et puis, on sait même pas où tu es, tu vois. Enfin bref, je vais arrêter parce que ça ne sert à rien. Les gens qui sont concernés ne comprendront tout de même pas ce que je veux dire. Enfin, ils ont joué sur la corde sensible mais c'est parce qu'ils avaient des psychiatres avec eux. Ils savaient que dire aux plus démunis
pour qu'il soit jaloux, et au lieu de m'aider, qu'il m'enterre. Et donc là-bas, il y avait un dénommé, il s'appelait Kamel. Kamel, c'était un schizophrène. Moi, j'étais avec des schizophrènes. Moi, je n'ai rien à voir avec un schizophrène, ni avec quoi que ce soit. Donc, j'ai même pas rien à voir avec un bipolaire. Et il y avait des schizophrènes, des bipolaires, enfin, des personnes multipathologiques qui étaient là. Et soi-disant, c'était le seul endroit pour les aider à s'épanouir et tout ça. Moi, j'ai connu cette personne-là, Kamel. Et sur les réseaux sociaux, quand j'ai cherché leur nom et tout ça, que je ne dirai pas bien entendu, j'ai revu la photo du certain Kamel. Et au fait, tu vois, il a aidé des gens, des nazis, à me persécuter, à me torturer. Et moi je l'ai vu, j'ai eu pitié de lui, même qu'il m'avait fait du mal, j'ai eu pitié de lui parce que le mec il est complètement au stade de décomposition, c'est un zombie et au fait personne ne l'aide, tu vois. Et j'étais le seul moi à avoir pitié de lui. Et quand j'étais en maison protégée, au fait, moi j'avais pris l'habitude d'acheter bio et j'achetais bio et j'allais me faire à manger bio en maison protégée. Alors je faisais des soupes, des trucs comme ça et je lui en donnais parfois parce que le pauvre il avait une famille, tout ça. Et tu sais ce qu'il mangeait, téléphone? Des hamburgers tous les jours, mais des hamburgers sans salade. Je le voyais accroché à son micro-ondes et il faisait des hamburgers tous les jours, comme s'il avait voulu se suicider par la nourriture. Et voilà, moi ça me peinait. Et la nuit, je veux dire, il faisait son grand mafieux, son grand caïd, parce que ces gens-là supportent pas qu'on leur résiste. Mais je veux dire, quand je l'ai vu maintenant, je veux dire, aidez-le quoi. Allez dans l'institution V et enfin la maison protégée de Charleroi et aidez-le, tu vois. Parce que c'est pas logique. C'est pas parce il est schizophrène qu'on doit le laisser dépérir comme ça, comme un monstre vivant. Et ça c'est rien, tu vois, parce que personne s'en soucie, personne ne les voit. Tout le monde pense que c'est la maladie, mais c'est pas vrai. C'est l'environnement dans lequel on les met, c'est l'environnement dans lequel on les laisse évoluer, parce que ce sont des malades mentaux dont personne ne se soucie. On pense qu'il suffit de leur donner la Vierge Noire, des choses comme ça, pour que ça les sauve. Mais c'est pas vrai, parce que si sa famille a décidé qu'il devait dépérir, il le laisse dépérir, et qui va l'aider? Avec quoi? Dans les maisons protégées, on leur laisse avoir leur drogue, on leur laisse avoir tout. On leur laisse même fréquenter n'importe qui. On s'en fout. Les gens, les assistantes sociales, elles viennent là, comme elles viennent prendre le café. C'est un secteur où ils sont tellement imbus de leur personne et tellement institutionnalisés. Et en plus, je veux dire, qui va se plaindre d'assistants sociaux qui feraient des abus envers les malades mentaux? Personne ne peut. Parce que tu vas aller te plaindre à la police, mais qu'est-ce qu'elle va faire, la police? Elle va rire. Elle va dire, ah ouais, t'as encore fait une hallucination. Et pourtant, c'est comme ça qu'ils ont fait pour me persécuter. Alors, moi, j'étais naïf au début. Je disais, j'allais là et j'appelais mon assistante sociale, je disais, ouais, mais il y a Kamel, il m'empêche de vivre, il m'empêche de... Ouais, parce qu'au fait, il me suivait partout, il m'épiait. J'allais aux toilettes, il ouvrait sa porte, il mettait des chansons pendant toute la journée en boucle. Quand j'allais... parce que, au fait, il aimait pas, c'est que pour lui, c'était son territoire. Et moi, je voulais faire des choses autres. Et alors, il avait une petite mentalité gangster, enfin, gangster de Charleroi. Donc il voulait me faire peur, me terroriser, mais il voyait que ça marchait pas, et plus ça marchait pas, plus il essayait. Alors il venait quand je faisais à manger, des choses comme ça. Et alors moi je lui dis, tu veux à manger, Kamel? Non, parce que je m'en foutais, et ça l'énervait. Alors quand j'allais me laver, il veillait, ou chaque fois que je partais, et quand je revenais, il m'attendait. Des choses comme ça. En plus de m'empêcher de dormir. Et alors, je veux dire, comment dire, à un moment donné, ça allait parce qu'il y avait un pensionnaire en moins. On n'était pas assez. Mais ils ont fait vite de remplir la maison.
Si bien qu'à un moment, c'était plus possible. Il y avait d'autres chambres, mais ils m'ont donné la plus pourrie, soi-disant parce que c'était une femme qui devait avoir la meilleure chambre. Non, c'était juste parce que pour me faire souffrir. Pourtant, je me plaignais, je disais, ouais, il m'empêche de dormir et tout ça. Ouais, mais tu sais, Lionel, hein, ta pathologie, t'as pris tes médicaments. Et, et voilà. Entre parenthèses, ces médicaments-là, ils m'ont causé plein de problèmes de santé. Je pense même que mon foie, il a eu des problèmes à cause de ça. Et mon estomac aussi. Sans compter que je faisais des crises avec le médicament, je faisais des crises d'anémie. En fait, j'avais pas, je sais plus si c'est anémie ou quoi, mais non, l'anémie c'est le fer, mais des crises enfin, j'avais plus assez de sucre. Et il fallait vraiment que je mange, parce que si je mangeais pas, j'allais tomber dans le coma ou dans les pommes, parce que j'avais vraiment besoin de sucre. Et alors, j'avais trouvé un truc quand j'avais ça, les bananes, ça m'aidait. Mais les bananes c'est super sucré, ben, j'en mangeais 2, 3. Et voilà. Donc, tu dis ça au médecin, il s'en fout de toute façon. Mais malgré tout, j'ai gardé ce médicament-là parce qu'ils voulaient me mettre un médicament dans le sang qui durait 1 mois. Je me suis dit, s'ils commencent à me mettre ce médicament-là qui durait 1 mois, qu'est-ce que je vais devenir? J'avais peur. Là, je maîtrisais. Bon, c'était dur, mais je maîtrisais. La preuve, c'est quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai arrêté ce putain de médicament. Eh ben, j'allais beaucoup mieux. Rien que ma santé physique allait beaucoup mieux. Et au fait, au début, tu dois te sevrer parce que c'est de la merde ces choses-là. Le pire, c'est quand tu lis la notice, hein, il est écrit que ça peut te provoquer les mêmes effets que c'est censé lutter. Donc imagine. En fait, en plus, c'était un vieux médicament de la vieille, tout puant. Et Risperdal, je pense. Non, Risperdal, non, le Risperdal, c'est ce qu'ils m'ont donné et qui m'a fait faire des hallucinations. Ouais. Ils m'ont donné des médicaments vraiment délirants. Je veux dire, j'étais malade tous les jours, j'étais un cobaye. Enfin bref, on ne parle plus de l'asile, on parle de... Ah ouais, parce qu'au fait, ils m'ont donné du Risperdal, parce qu'avec le Risperdal et la kinéton, ça fait faire des épisodes hallucinatoires. Alors un jour, je sais pas ce qu'ils m'ont fait, au fait, je sais même pas combien de temps ça a duré, ça aurait pu durer 1 semaine ou quoi, j'en sais rien. Mais j'ai des vagues souvenirs j'étais avec des moustiques, je veux dire, il y avait une flaque d'eau de moustique et j'essayais de vider la flaque d'eau de moustique. Mais au fait, on m'a dit après que c'était les toilettes, des choses comme ça. Et, ouais, c'était des malins. Mais j'ai jamais vécu ça de toute ma vie, jamais. Mais hein, on te le fait découvrir dans l'asile. Et voilà, et la kinéton et le Risperdal provoquaient ça. Et je pense que c'est dû au fait que j'étais épileptique, mais même, hein, c'est écrit dans la notice, hein, même, vraisemblablement, les psychiatres là-bas ne lisent pas les notices. Hein, ils sont trop novices hein, dans leur stade orgueilleux ils sont au-dessus de ça. Enfin bref. Donc j'étais là-bas, et là... je vais embrayer parce que je n'ai plus de batterie. On refera le 2e épisode plus tard. Et voilà. Allez, salut téléphone.